Parfait. Donc aujourd'hui, voilà, comme on vous l'a dit, hein, une petite introduction à la RSE et à la CSRD. Alors, c'est deux choses un petit peu différentes. Et on va essayer de vous faire voir en fait comment on peut intégrer cette RSE dans votre startup, dans vos petites structures. Donc, comme vous pouvez voir, la RSE, pour moi, il y a 7 pans les plus importants. Vous avez tout ce qui est droit des personnes, relations et conditions de travail. Vous avez bien sûr l'environnement, les relations fournisseurs, les relations clients, les actions sociales et sociétales qui sont différentes, et enfin la gouvernance de tout ça. La gouvernance est très importante en RSE. C'est ce qui va faire qu'en fait, vous allez travailler avec vos différentes parties prenantes et vous allez pouvoir voir avec elles un petit peu comment vous pouvez interagir et trouver des solutions. Donc la définition pure de la RSE, c'est quoi? En fait, c'est l'intégration volontaire par vos entreprises de préoccupations sociales ou sociétales et environnementales par rapport à vos activités commerciales et aux relations que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs, vos clients, le banquier et autres. Alors, qu'est-ce qui est important dans la RSE? Pour moi, j'ai noté 3 choses qui sont les plus importantes. C'est l'amélioration de l'image de marque, la fidélisation des clients et l'attractivité pour les talents. Alors, sur ces 3 pans, par exemple, maintenant, avec un petit peu de recul, on a des statistiques qui commencent à revenir. On sait que par rapport à l'image de marque, les entreprises qui travaillent, on va dire entre guillemets correctement, sont mieux perçues et elles arrivent mieux à fidéliser leurs clients. Aujourd'hui, une personne qui va avoir un même produit par une entreprise respectable ou non, elle va prendre l'entreprise respectable, ce qui est tout à fait normal. Ce qui donc, ça peut vous permettre de développer du partenariat. Il y a donc la fidélisation des clients, mais aussi une chose très très importante, vous devez peut-être le voir au quotidien, c'est l'attractivité pour les talents. La nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, elle veut que que son travail porte des valeurs et que l'entreprise porte des valeurs aussi. Nous, on est concerné à la CCI, actuellement on est en période de recrutement. On nous demande un petit peu ce qu'on fait pour la planète, ce qu'on fait pour notre société, ce qu'on fait pour les associations à côté. On est questionné dessus. Donc en fait, il y a un vrai échange qui se passe et c'est là où je trouve que c'est intéressant de développer justement ces différents pans de la RSE. C'est que du coup, vous pouvez toucher des personnes qui avant ne seraient pas venues chez vous et là, vous allez les attirer, pas forcément pour le salaire, mais par rapport à tout ce qui est à côté. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 7 pans sur la RSE, mais ce que je vous incite à faire, c'est de ne pas travailler toujours sur tous les pans. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas pouvoir avoir d'action. Donc, il faut prioriser des actions. Ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur les actions sociétales. Et une fois que vous avez priorisé un petit peu un de ces éléments, vous les mettez en valeur et vous travaillez dessus. Le but, c'est pas de devenir les ayatollahs de la RSE ou de la CSRD, c'est vraiment par rapport à votre activité et vous qui vous êtes, ce que vous pouvez mettre en valeur ou ce que vous pouvez valoriser. On est dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel, avec des relations qui se développent énormément, et on sait qu'il y a aujourd'hui, vraiment, c'est ce qui fait la différence sur un marché. Avec bien sûr le facteur prix qui est toujours déterminant, mais un facteur prix égal, on va prendre une société qui sera plus responsable. Ensuite, je vous ai fait une petite introduction à la CSRD. Alors, pourquoi la CSRD? En fait, la CSRD, ça va être la nouvelle RSE. La CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et en fait, c'est une directive européenne qui découle du Green Deal. Le Green Deal, donc c'est le pacte vert qui a été décidé environ maintenant il y a une dizaine d'années en Europe. Et l'Europe a pris le parti de dire on va décarboner notre industrie et on veut atteindre en 2050, donc ça sera très compliqué, le zéro carbone. Donc en fait, il faudrait que nos activités soient neutres en carbone derrière. Alors, en se parlant très franchement, ça va être très compliqué d'atteindre la neutralité carbone. Néanmoins, on peut faire des choses pour, pour mettre en place tout ce qui est transparence et la fiabilité des données ESG. Les données ESG dont vous allez souvent entendre parler, c'est tout ce qui est environnemental, social et de gouvernance. Donc en fait, c'est les 3 pans que je vous ai fait voir tout à l'heure et c'est là-dessus qu'on peut travailler et qui peut être important. Pourquoi ça? Parce que la CSRD, dont vous avez dû en entendre parler ces derniers jours, elle est attaquée en ce moment. Elle est attaquée au niveau national par les grands groupes et elle est attaquée aussi au niveau européen par la partie libérale. On nous parle de choc des simplifications. Le but, en gros, c'est que la CSRD était allée très très loin dans les demandes et ça a fait peur aux entreprises. Moi, je travaille pas mal avec des grands groupes et les grands groupes, ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, ça les oblige carrément à employer des nouveaux profils pour pouvoir répondre à toutes ces demandes.
Les services comptabilité sont obligés de réapprendre leur métier pour faire de la comptabilité verte. Sur les textes, c'était très très intéressant. Sur la mise en œuvre, on trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir parce que c'est allé trop vite. Ça a été trop une révolution. Et en fait, les gens n'ont pas eu le temps de s'acclimater et autres. Donc, aujourd'hui, la CSRD, on va revenir un petit peu en arrière sans que ce soit négatif. Mais je pense que tout ce qui est rapport de durabilité et autres, ça va être plus simple pour les entreprises. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas concerné par la CSRD, puisque la CSRD actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle concerne soit les entreprises qui sont cotées en bourse, soit les entreprises qui ont plus de 250 salariés ou un certain montant de chiffre d'affaires. Mais en fait, vous êtes quand même concerné par cette CSRD, même si vous êtes à un niveau en dessous. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette CSRD, elle travaille sur trois scopes différentes. Donc, vous avez la scope 1, la scope 2 et la scope 3. La scope 1, en gros, ça va être le sous-traitant de la grosse entreprise. La scope 2, ça va être le sous-traitant du sous-traitant. Et la scope 3, c'est le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Donc là, on arrive concrètement sur nos PME et nos TPE françaises. Moi, je le vois sur le terrain, j'ai des entreprises qui m'appellent et qui me disent, écoutez, monsieur Aubry, moi j'ai un souci. Alors, sans les citer, je travaille avec Saint-Gobain depuis plusieurs années et aujourd'hui, sur l'appel d'offres qu'ils me font, et ils me demandent toute une numération de tout ce que je fais au niveau du développement durable. Et les gens ne sont pas encore forcément acclimatés à tout ça, et donc des fois, les gens perdent des marchés. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils sont meilleurs sur la tarification, mais si la grande société qui, elle, doit verdir son portefeuille, n'arrive pas à montrer que ses sous-traitants, eux, le font aussi, et en fait, elle ne peut plus travailler avec eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de sensibilisation et d'accompagnement. C'est pour accompagner les petites et moyennes structures pour qu'elles commencent déjà à y réfléchir, à travailler sur ce qu'elles veulent faire ou surtout à mettre en avant ce qu'elles font déjà. Parce qu'en fait, vous allez le voir au fur et à mesure des diapositives, de la RSE, tout le monde en fait. On a tous un petit peu cette affinité. Pourquoi? Parce que la RSE, en fait, c'est juste du bon sens. C'est pas de se dire, je vais planter de la pelouse sur les toits, je vais aller nourrir des poules d'or. Non, la RSE, c'est vraiment ce que j'appelle le bon sens, mais du bon sens des fois même paysan. C'est-à-dire que de mieux travailler et de faire attention, eh ben, ça peut augmenter vos marges, ça peut vous faire travailler sur vos prix et du coup être meilleur au niveau de votre compétitivité économique. Donc en fait, il ne faut pas voir ça comme un but à atteindre ou quelque chose d'inaccessible, mais il faut voir ça comme quelque chose que vous faites déjà et qu'il va falloir savoir favoriser. En général, moi, quand je fais mes diagnostics RSE, j'ai face à moi des chefs d'entreprise qui sont un peu démunis, désemparés, et au bout d'une demi-heure, une heure d'entretien, mais en fait, ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils font déjà beaucoup de choses et qu'il suffit juste de les valoriser. À titre d'exemple, on y reviendra plus tard, mais vous allez prendre un stagiaire, ça peut rentrer dans une politique RSE. Aujourd'hui, le groupe Veolia, quand vous voyez son rapport de durabilité de fin d'année, lui, il vous dit, moi j'embauche 1500 stagiaires par an. Alors on pourrait se dire, oui, mais du coup, ils profitent d'une main-d'œuvre qui n'est pas très chère et qui est déjà qualifiée, mais derrière, ils arrivent à valoriser le fait qu'ils vont en garder 30% et que du coup, ils donnent la chance à des jeunes diplômés. C'est ce qui permet déjà de valoriser un petit peu leurs actions. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment essayer de valoriser déjà tout ce que vous faites vous sur le terrain au quotidien en fait. J'ai essayé de vous identifier plusieurs enjeux de la RSE, ceux qui collaient le plus à vos activités en général, mais des enjeux RSE, on pourra en citer des dizaines et des dizaines. Ce que j'ai mis en valeur aujourd'hui, moi, c'est quoi? C'est tout ce qui est réduction des coûts. Donc, par exemple, les économies d'énergie. Aujourd'hui, on peut utiliser des technologies ou des pratiques économes en énergie. Ça, c'est très simple à mettre en place. On peut jouer également sur la réduction des déchets, donc mettre en place des programmes de recyclage ou de réduction des déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la législation vous demande déjà de faire ça. Donc, en fait, le simple fait de respecter cette législation, ça vous permet, vous, de mettre en valeur ces choses et de le traduire dans votre politique RSE. Par exemple, sur la partie énergie, ça peut être tout simple. Vous pouvez remplacer vos éclairages par des éclairages LED. Vous pouvez aussi trouver des appareils électroménagers un petit peu plus efficaces. Vous pouvez isoler un petit peu mieux vos bâtiments. Pour ceux qui ont pu le faire et qui sont propriétaires de bâtiments dans lesquels ils travaillent, vous pouvez également acheter des panneaux solaires. Il y a eu des crédits d'impôt dessus au niveau de l'Europe et de la France. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas forcément très coûteuses, qui derrière vous permettent d'économiser de l'argent mais vous permettent également de mettre en valeur tout ce que vous faites encore une fois.
On a fait des choses, des actions toutes simples aussi, nous, dans tout le domaine du tourisme, c'est qu'on a équipé tous les campings, tous les hôtels de mitigeurs, de réducteurs de débit d'eau. Et ben, tout ça, c'est des économies d'énergie, des économies de matières premières que vous pouvez valoriser derrière. Il y a également, bien sûr, l'électrification des transports, ça qui est une très bonne chose. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les véhicules électriques, mais sur le long terme, l'impact carbone est quand même bien meilleur que ce qu'on a aujourd'hui sur des véhicules thermiques. Et enfin, moi, ce que j'essaye de faire quand je vais dans des structures, c'est de montrer aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants qu'il ne faut pas qu'ils soient seuls à mener cette politique. C'est-à-dire que si ça vient uniquement de la direction, c'est souvent perçu comme quelque chose d'obligatoire et ça ne va pas forcément motiver les gens. Si par contre on arrive à diffuser ces pratiques éco-responsables au sein de votre entreprise, alors souvent ce qu'on peut faire quand on prend une personne et on va le mettre ambassadeur de tout ça. On essaye de trouver la personne qui a déjà une petite fibre à titre personnel sur ces domaines d'activité et en fait derrière elle va s'employer à diffuser des informations, à le relayer. Des simples pratiques, vraiment c'est ce qu'on appelle nous les éco-gestes. Donc on essaye de travailler par exemple sur ce qu'on peut appeler la nudge communication. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais d'éteindre vraiment les écrans d'ordinateur, équiper les bureaux de prise avec un bouton pour couper le courant. C'est des choses très simples qui ne demandent pas énormément d'investissement. Et à aujourd'hui, vu le coût de l'énergie, eh ben, vous avez des retours qui sont vraiment très, très intéressants par la suite. Et ça vous permet, encore une fois, de gagner plus d'argent. Moi, le but, c'est, je ne travaille qu'avec des chefs d'entreprise depuis une trentaine d'années maintenant, c'est d'être à leur côté et de voir avec eux comment on peut faire mieux, mais tout en gagnant toujours autant, voire un petit peu plus. Parce que j'ai été chef d'entreprise aussi pendant 3 4 ans et je sais que le nerf de la guerre, hein, concrètement, c'est de payer ses fournisseurs, payer ses employés et aussi se payer à la fin et gagner de l'argent. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont quand même énormément taxées. Donc, il faut faire en sorte de développer des nouveaux modèles économiques qui vont vous faire gagner plus d'argent. Donc, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. Et moi, quand je vais comme sur le terrain, c'est vraiment ce que je mets en valeur auprès des chefs d'entreprise. Alors, par exemple, sur l'amélioration de la réputation aussi, vous avez tout ce qui est le renforcement de la confiance des clients et des partenaires. Ça, c'est très, très important aujourd'hui et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment valoriser. Quand on est plus fiable et digne de confiance, et ben en fait, on arrive à garder ses partenaires avec nous. Alors les partenaires, nous, c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle les parties prenantes, mais c'est une des parties les plus importantes et autres. Pourquoi? Parce que le partenaire qui travaille avec vous, si vous, vous travaillez bien, lui va pouvoir valoriser aussi qui travaille avec d'autres partenaires qui sont vertueux. Et donc, ça fait une espèce de cercle de confiance qui se crée. Et derrière, en fait, vous avez un groupement qui va être de plus en plus important et qui va vous permettre, vous, de mettre en valeur les actions de chacun que ce soit en interne ou sur les différentes structures extérieures. Vous avez également la motivation des employés. Donc ça, je vous le disais, c'est de plus en plus flagrant. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais à aujourd'hui, la jeune génération qui arrive, la très jeune génération est vraiment demandeuse de ça. Et vous arrivez à lancer sur des projets quand ces projets ont du sens. Si c'est juste travailler pour travailler, on se rend compte qu'on n'y arrive pas et qu'on a un turnover qui est de plus en plus important. Néanmoins, moi, j'ai visité des structures où on va aider les employés. Alors, ça peut être des choses vraiment toutes simples des fois, hein. La mise en place de tickets restaurants de chaque vacances, le télétravail sont des choses qui sont très, très appréciées et qui donnent envie aux gens de rester. Et encore une fois, surtout à cette jeune génération. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant pour eux. Là, pour faire un petit crochet, je reviens d'un séjour professionnel de 4 jours en Norvège et j'ai été impressionné. Alors, l'Europe du Nord n'est pas, nous, le bassin méditerranéen, on n'a pas la même culture et autres, mais là-bas, tout est fait pour que les employés restent et restent vraiment très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Norvège, la journée de travail se termine à 16 heures. À 16h01, les bureaux sont vides, tout le monde s'en va. Le chef d'entreprise, comme du plus petit au plus grand, tout le monde s'en va et tout le monde part faire des activités sportives en dehors. Et ben en fait, en développant ce modèle, ils ont un turnover qui est en dessous de 5% dans les entreprises. Donc en fait, les gens restent. Là où nous, en France, des fois, on a un turnover qui, sur certaines structures, peut dépasser les 15 à 20%. Et le problème du turnover, c'est que ça fait perdre énormément de temps. Ça fait perdre aussi des compétences parce que derrière, il faut reformer les gens et derrière, on perd en compétitivité. Et une entreprise qui perd en compétitivité aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut perdre des parts de marché ou des choses comme ça. Donc, du coup, je vous incite vraiment à travailler sur ces 3 points parce que c'est les 3 points vitaux pour votre entreprise. Est-ce que vous avez des Et remarques par rapport à ces sujets ou autres?
Alban, justement, par rapport à ce que tu dis, alors faire du télétravail, etc., il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui en font. Comment ils font? Est-ce que l'idée, c'est vraiment j'ai envie de dire, de le valoriser dans un rapport? Enfin, comment tu matérialises ça? Parce qu'après, lors d'un entretien d'embauche, tu peux parler du télétravail, mais comment tu le valorises finalement pour que c'est un vrai impact sur, Moi, ce que je conseille souvent aux chefs d'entreprise ou aux RH ou autres, ou aux personnes qui s'occupent de la qualité, c'est tout bête, c'est de tenir à jour toutes ces actions qui sont faites en prenant plusieurs points, donc tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est sociétal et environnemental, et à chaque fois qu'on fait une petite action, on la note. Je sais que maintenant, nous, sur nos annonces, on met en valeur tout de suite le télétravail, les chèques restaurants, on précise à combien on va prendre en charge dessus. On essaye vraiment de donner de l'information tout de suite à la personne pour qu'elle se sente entre guillemets rassurée et qu'elle sache qu'elle va arriver dans une structure qui est plutôt bienveillante. Voilà. Ça, c'est important. Donc, il suffit de tenir à jour un petit document très simple avec tout ce que vous faites et surtout de savoir le valoriser. C'est important en fait parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il y a énormément de chefs d'entreprise. La première chose qu'ils me disent, moi, c'est mes employés. J'ai besoin de mes employés pour que ça marche bien, donc du coup, je les chouchoute. Je dis oui, mais est-ce que vous le valorisez? Et en fait, souvent, le problème qu'on a en France, c'est qu'on ne le valorise pas. On ne sait pas le mettre en valeur et c'est pourtant la clé du succès. Alors, je ah, c'est perdu, sur moi. Ah, nous aussi, on l'a perdu. C'est perdu. Ok. Ouais, il nous a prévenu, en fait, ils ont des travaux partout là-bas. C'est un message. Il y a aussi ça va sauter ici. on a été Alban? coupé. Oui. Ouais. Ouais. Ça y est, c'est revenu. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non. Non, Excusez-moi, enfin, je vous arrête. peut-être, voilà. On a des travaux à côté. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est bon. Ouais, bon, C'est bon. voilà, ce que je vous disais, c'est vraiment travailler avec votre service RH et qu'eux puissent créer des petites fiches du bien vivre dans l'entreprise et faire voir tout ce que vous faites. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler quelques mois chez Veolia. Veolia, quand vous arrivez, ils ont un guide d'arrivée, en fait, tout simple, où on vous présente déjà tous les services. Ça rassure les gens. On vous fait voir ce que chaque service fait. On vous présente un petit peu les directeurs de service et les numéros 2. Et ça permet ensuite aux personnes déjà d'avoir des informations. Et derrière, ils ont toute une partie sur leurs actions au quotidien. Donc, aller à la banque alimentaire, faire les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes où les gens travaillent tous dans une journée pour l'entreprise, mais à améliorer les locaux, à refaire des choses, à changer un petit peu l'organisation. Du coup, ça fait une organisation qui est moins, qui va du haut vers le bas, mais plus transversale. Et aujourd'hui, ça, ce sont des choses qui sont vraiment appréciées par les salariés. Les gens ne veulent plus travailler juste pour travailler. Ils veulent vraiment donner du sens à leur métier. Et ça, c'est des choses, la RSE, ça permet vraiment de valoriser tout ça. Et est-ce que ça veut dire que ces entreprises, enfin, de manière générale, il faut essayer de rédiger sa stratégie RSE? Et est-ce qu'il y a des outils pour la marketer? Est-ce que tu as des trucs types qui permettraient de dire, ah, tiens, ça, moi, je le fais, ça, je le fais, tu vois? Est-ce qu'il existe des choses pour nous permettre, toutes faites, pour récupérer juste ce que l'on fait nous et le mettre à jour au fur et à mesure? Oui. Alors la RSE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle est basée sur l'ISO 26000. L'ISO 26000, en fait, c'est la seule norme en France où on ne peut pas se faire normaliser dessus. C'est un cahier des charges à suivre et en fait, ça suit derrière ce qu'on appelle, nous, les 17 objectifs du développement durable. Vous allez voir ces objectifs, il y en a certains, quand vous allez les lire, ils vont plus vous parler. Moi, ce que j'incite les gens à faire, c'est de prendre 2, voire 3 objectifs maximum et dessous, mettre en valeur toutes vos actions. De là, en fait, vous allez voir, vous allez avoir une sorte de cahier des charges où ça vous permet en fait de valoriser tout ce que vous faites, de mettre des tips dessus, des petites remarques. Et derrière, vous allez voir que l'employé qui va arriver va vous dire, ah, vous faites ça là-dessus, c'est super, parce que moi, à titre personnel, par exemple, je suis engagé sur la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Du coup, vous, ça peut vous donner des idées. Et du coup, quand la personne arrive, vous pouvez lui dire, si tu veux, si c'est un sujet qui t'intéresse, moi, dessus, je te laisse un petit peu de temps libre, 1 ou 2 heures par semaine, pour que tu travailles dessus. Et en fait, le fait
de donner à la personne les clés pour qu'elle puisse développer ça en interne et même sur son temps professionnel, c'est vraiment très apprécié. Et du coup, vous allez voir que derrière, vous avez des gens qui travaillent mieux et qui sont plus productifs. Vraiment, on a des statistiques là-dessus de retour qui sont vraiment très intéressantes. Donc, par rapport à ce que vous disiez, tenir un petit carnet de bord à jour, très très simple, en mettant en valeur les quelques objectifs que vous avez, en partant de la norme ISO 26000, vous verrez, alors j'ai une formation qualiticien là-dessus, mais elle est très, très, très facile à lire, elle est très courte, elle est très bien imagée avec des pictos qui ont été faits, et en fait, tout est fait pour faciliter ça. Pour vous donner un ordre d'idée, pourquoi il ne faut pas prendre trop d'objectifs, je vais encore citer Veolia, mais parce que je les connais un petit peu plus. Veolia travaille sur 5 objectifs sur les 17. Pourtant, c'est une multinationale. Mais ils m'ont dit, les autres objectifs ne nous concernent pas, ne nous parlent pas par rapport à notre activité. Donc, nous, on a ciblé cela parce que par rapport... Alors, Veolia fait bien sûr la gestion des déchets et le traitement de l'eau. Donc, ils ont trouvé 5 objectifs là-dessus. Mais par exemple, si vous êtes une start-up du numérique, eh bien, aujourd'hui, il existe, nous, ce qu'on appelle le numérique responsable. Vous avez des éco-gestes, vous avez plein de choses tout autour. Vous avez des petites formations en ligne qui sont vraiment très, très simples. Nous, les CCI, le réseau des CCI, on fait de l'accompagnement sur ces thèmes. Et en fait, derrière, vous allez valoriser un point. Mais ce point, vous allez faire tellement de choses dessus que vous allez voir, en fait, votre cahier des charges ou votre dossier, il va se remplir tout seul. Et en travaillant 1 ou 2 heures de temps en temps dessus, avec une petite équipe ou encore une fois un responsable de la RSE ou de la qualité ou des RH, vous arrivez vraiment à développer des choses intéressantes. Et ce dont je me rends compte aussi, c'est quand on voit les comités de pilotage qui travaillent dessus. Alors, comité de pilotage, ok, j'entends, il faudra un petit peu quelques salariés et des équipes un petit peu plus costauds. Mais derrière, ça permet vraiment d'engager tout le monde dans le même mouvement. Et en fait, vous créez du lien social aussi entre des gens. Et des salariés qui se connaissaient juste en tant que collègues se rendent compte qu'ils vont avoir les mêmes affinités qu'un autre. Et du coup, ça crée une bonne ambiance dans l'équipe et ça vous permet de développer des synergies derrière qui sont vraiment super intéressantes. Oui, bonjour, vous m'entendez? J'ai une question. En fait, Oui. j'en ai deux. Euh, Quid des labels généralisés, quoi. Je vois quand on fait des dossiers de demande bancaire ou des dossiers de subvention, donc la RSE est énormément pris en compte et fait partie de la notation. Aujourd'hui, pour le cas de BPI, on nous proposait des labels comme Lucie, Bécor, My Green Lab, Act Label. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est les BSPCE. Est-ce qu'avoir un plan de BSPCE aujourd'hui fait partie d'un plan de RSE acceptable? Alors, merci pour ces questions. Par rapport à ce que vous me disiez, oui, la finance, elle aussi, le domaine de la finance, on demande de la verdir. Donc actuellement, une banque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit verdir son portefeuille. Et pour verdir son portefeuille, étant donné que les banques, on ne va pas se voiler la face, ont souvent des activités qui sont encore un peu polluantes au niveau mondial, elles sont obligées de demander à leurs clients de faire attention. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit arriver sur le marché, c'est par exemple, vous aurez des meilleurs taux d'intérêt si vous arrivez à montrer à votre banquier que vous travaillez correctement et que vous avez engagé des actions. C'est ce qu'on appelle les prêts verts, des choses comme ça. Alors, il y en a plein qui se développent et en fonction des banques, ils n'ont pas forcément tous les mêmes intitulés, mais je le rejoins tout à fait la BPI sur les labels à obtenir. Alors, néanmoins, avec un petit bémol, certains labels sont un petit peu plus durs à obtenir et demandent beaucoup plus de travail. Donc, ça va dépendre de votre niveau de maturité en RSE. Pour moi, le Graal, c'est le label B Corp, qui est vraiment très, très intéressant, mais qui va demander vraiment une politique en interne de développement assez forte. Le label Lucie, pour commencer, peut être très, très intéressant. Alors aujourd'hui, je n'ai pas tous les profils des structures présentes, mais dans tout ce qui est tourisme, par contre, vous avez énormément de labels qui se sont créés et vous avez des labels qui sont vraiment très, très bien. Et moi, je fais de l'audit sur les sites touristiques. Et en fait, ils se rendent compte la deuxième année que quand ils ont obtenu le label, et ben en fait, ils ont une augmentation de leur clientèle. Et encore une fois, je le répète, de bien travailler, ça leur augmente leur marge. Et ça fait qu'à la fin de l'année, pour un chiffre d'affaires quasiment équivalent, et ben en fait, ils ont gagné plus d'argent parce que la valeur ajoutée nette sera meilleure en fin d'année. Donc, oui, se faire accompagner par des labels, c'est très très bien. Nous, on travaille avec l'AFNOR là-dessus, par exemple, pour accompagner un petit peu les entreprises qui veulent faire, avec le label engagé RSE et autres. Et vous, ça vous permet, encore une fois, de pouvoir communiquer dessus. Aujourd'hui, si vous faites les choses correctement, mais que vous ne le dites pas, on est dans une société, malheureusement, d'apparence et de communication.
communication, il faut mettre en valeur tout ça. On y reviendra plus tard parce qu'il faut savoir le mettre en valeur sans non plus tomber dans l'outrance au niveau de la communication et dire des choses qui vont pas être adaptées par rapport à votre secteur. Mais oui, la recherche de labels par rapport au financement est très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même à votre niveau, si vous n'êtes pas encore concerné par tout ce qui est CSRD et autres, il faut quand même travailler dessus et avoir un petit peu les reins un petit peu plus solides pour pouvoir valoriser vos actions et autres. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, à la première, super, merci beaucoup, très clair. Et la deuxième, c'est concernant les BSPCE, est-ce que ça peut faire partie d'un plan RSE? Qu'est-ce que vous appelez les BSPCE? Les BSPCE, c'est les bons souscriptifs pour que les employés puissent acheter des actions de l'entreprise. Alors, je vous avoue, je maîtrise un peu moins ce sujet, mais pour moi, en termes de gouvernance, très intéressant, parce que du coup, vous faites rentrer les employés un petit peu dans le capital, c'est ça? C'est ça. Ouais, bah moi, j'adhère tout à fait parfaitement à ce modèle. Euh, Peut-être un petit peu plus dur à développer pour certaines structures, mais très intéressant parce que du coup, toutes les parties prenantes, déjà les employés, sont intégrés à la décision. Et encore une fois, en termes de motivation, quand on travaille pour son entreprise, mais du coup aussi pour soi, ce n'est que du plus pour moi. Alors, je suis quelqu'un qui met l'être humain et l'humain vraiment en valeur partout où je vais, parce que je suis persuadé que si une personne est bien dans son travail, cette personne, elle est capable de travailler plus, de travailler mieux et d'avoir des résultats qui seront bien mieux. Donc, en fait, tout est lié. Et je me dis que si une personne, je travaille avec une grosse structure dans le Var, bon, je peux les citer, c'est Fortil. Fortil, pour vous donner un ordre d'idée, ils se sont créés il y a maintenant 12 ans. Ils étaient deux à la base. Mais cette personne est venue me voir. Bon, elle était quand même brillante, ingénieure et autres. Elle avait déjà un petit peu de passif derrière elle. Mais en fait, elle est arrivée, elle m'a dit, moi, Alban, ce que je veux faire, c'est partager mes valeurs avec mes employés. Je veux les faire rentrer au capital. Je veux monter quelque chose. Vous me croirez ou pas, il y a 12 ans, ils étaient deux. À aujourd'hui, ils sont 2500. Ils sont implantés dans 7 pays dans le monde. Ils diffusent leurs pratiques RSE dans toutes les structures. Et ils arrivent à développer un modèle qui fait que chaque employé peut rentrer dans le capital s'il en a envie, acheter des petites actions dedans, et ils ont un modèle qui est en croissance de quasiment 15% par an. Ils ne travaillent que sur leurs fonds propres, ils n'ont aucun investisseur autour. Donc les gens, là aussi, voient que leur argent n'est pas mis n'importe comment dedans. Enfin, ils ont développé un modèle qui est génial. Je vous invite à aller sur leur site internet parce qu'ils savent très très bien communiquer dessus. C'est le groupe Fortil. Et vous verrez que qui était une start-up comme vous, encore une fois, il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui, c'est devenu en PACA, c'est devenu un monstre. Je crois qu'ils sont en Irlande, ils sont à Bruxelles, ils sont dans les pays asiatiques, ils sont partout. Là, ils grossissent tellement qu'ils vont reconstruire un nouveau bâtiment, mais bien sûr, ils vont faire un bâtiment éco-responsable. Ils ont mis des salariés dedans qui donnent leur avis, qui font partie du comité de direction, et ils ont trouvé un modèle social et sociétal en interne qui est génial. Donc oui, la prise de participation, pour moi, peut être vraiment une clé d'entrée très, très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour info, mettre un plan BSPCE, ça coûte au niveau managérial, mais ça peut se mettre facilement en place. Ok, bah écoutez, je serais ravi de partager ça avec vous pour plus tard. Si vous voulez prendre mes coordonnées, qu'on se recontacte, moi j'aime bien prendre des informations dans toutes les structures que je vois et après j'essaye de les diffuser dans les autres parce que je trouve vraiment que c'est une idée très intéressante. Merci. Avec plaisir. Donc là, derrière, j'ai essayé de vous résumer un petit peu pour moi tout ce qui est en jeu et attendu d'une démarche RSE pour une startup. Alors, encore une fois, hein, il y a des choses, vous allez les lire, vous allez me dire, bah oui, ça paraît logique. Mais donc, déjà, il y a à la base, respecter vos obligations légales. À aujourd'hui, bah, bien trier ses déchets, personne ne le sait en France, mais si on ne le fait pas, c'est passible de, je crois, jusqu'à 7 500, voire 75 000 euros d'amende. En France, on est très en retard sur la gestion des déchets. Alors, je suis un spécialiste économie circulaire, donc ça me touche beaucoup, mais c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler et valoriser. Vous pouvez le valoriser comment? En fait, par rapport, alors c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais on développe des modèles actuellement qui sont plus simples, c'est de faire un bilan carbone de votre activité. Le bilan de carbone de votre activité, en deux mots, sans rentrer dans le scientifique, c'est essayer de faire voir ce que vous générez comme pollution carbone par rapport à votre activité. Et du coup, il y a des choses très simples sur lesquelles on peut jouer, comme la gestion des déchets, comme les transports, comme le télétravail qui rentre dedans. Et alors, je vous le dis aussi, le réseau des CCI peut vous accompagner dessus. Et vous avez aussi des structures privées qui le font.
Mais derrière, vous allez valoriser vos actions en kilo carbone. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bah, nous, cette année, on trie mieux le plastique, on trie mieux le papier et on fait attention à nos déplacements. On a évité 500 à 1 tonne de carbone. C'est des choses qui sont très facilement valorisables maintenant. Ça vous permet de développer l'économie locale. En développant l'économie locale, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous renforcez les liens avec vos parties prenantes. Obtenir des financements, on en parlait juste avant, les financements verts se développent de plus en plus et toutes les banques vont le faire. La Banque de France a dit que ça y est, c'est 2025, c'était l'année où ça allait vraiment être le cas. Vous optimisez vos coûts et vos achats et vos coûts. En faisant ça, bah, vous augmentez vos marges et vous gagnez plus d'argent. Alors, je vous ai mis, vous devenez un modèle. Là, je suis allé un petit peu plus loin. Le but, c'est pas d'être un modèle, mais encore une fois, les jeunes qui vous voient, vous leur donnez une image. Si cette image est bonne au début, et ben, vous les garderez avec eux. Ça vous permettra d'attirer les talents et de les garder avec vous. Vous allez gagner en avantage concurrentiel, vous allez améliorer votre image de marque et au final, vous fidélisez vos collaborateurs et vous gagnez de nouveaux marchés. Donc, pour moi, je sais qu'actuellement, je le dis en toute sincérité, il y a beaucoup de gens qui sont opposés à l'écologie et autres, mais en prenant ces modèles un petit peu plus humains et autres, on arrive vraiment à des résultats qui sont très, très intéressants. Donc, il faut travailler là-dessus. Des petites bribes de partout, comme vous disiez tout à l'heure, faire rentrer les gens dans le capital, leur donner des participations, donner un petit peu plus de congés. Par exemple, j'ai travaillé dans des structures. Alors, je trouvais le modèle un petit peu bizarre, mais dans l'année, si une personne a un projet pour une association, le dirigeant lui donne 1 ou 2 jours de congé en plus. Par contre, ce qu'il lui demande, parce que le dirigeant s'en sert aussi un petit peu, hein, il ne faut pas être bête, il lui dit par contre, du coup, vous me faites un petit reportage sur ce que vous avez fait dans la journée. Vous prenez des photos. Le salarié est très content, ça lui donne entre guillemets 2 jours de congé en plus pour des choses qui lui tiennent à cœur. Donc il se dit que le chef d'entreprise est avec lui et le comprend. Quand on comprend quelqu'un, ben, on travaille mieux derrière. Et le chef d'entreprise, on se voit pas la face, lui derrière dit, moi je permets à mes salariés d'avoir 1 ou 2 jours de congé en plus par an et de mener des actions sociétales ou environnementales. Et derrière, en fait, vous avez un système qui se met en place où ça se fait naturellement et où en fait bah, chacun arrive à tirer son épingle du jeu parce que le salarié est content et le chef d'entreprise, bah, si lui fait une communication qui est toute faite et il peut valoriser ça sur ses embauches derrière ou encore une fois auprès de ses partenaires financiers et autres en disant bah, chez moi notre modèle sociétal est comme ça, on écoute les gens, on est à l'écoute des gens et on leur permet de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Alors toujours une juste limite. Il faut que ce que la personne fasse ne soit pas non plus complètement hors champ. Il faut mettre un cadre dessus un minimum et il faut que ça corresponde aussi un petit peu à votre activité. Voilà. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à développer là-dessus. Donc, les thématiques clés de la RSE, pour moi, c'est ce que je vous disais. Donc, j'en ai déjà parlé, hein. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est tout ce qui est gouvernance et éthique. Ça, c'est primordial. L'éthique, à aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Le social en interne et le sociétal en externe, c'est très, très bien. Vous allez créer des valeurs qui vont être bonnes dans la société. Vous nouez des relations clients qui sont bien meilleures que les autres. Et en même temps, vous arrivez à favoriser l'environnement. En faisant tout ça, bah, vous travaillez pour les générations futures, vous travaillez pour l'avenir et vous développez un modèle qui est plus circulaire, plus économiquement plus sain, on va dire, et ça vous permet de développer vraiment des choses très, très intéressantes. Et Alban, est-ce que tu aurais des exemples en fait pour valoriser vraiment la gouvernance et l'éthique? Tu vois quel genre Alors, sur la gouvernance, d'indicateur? c'est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet, comment dire ça? La gouvernance, pour moi, elle est très importante. On voit que les entreprises qui travaillent sur l'ancien modèle où la direction prend une décision et les salariés n'ont qu'à faire ce qu'on leur dit, ça ne marche plus ou moins bien. C'est très compliqué. Maintenant, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'on questionne le salarié, on lui propose des choses. Alors attention, hein, la direction reste maître du navire, hein, il faut que c'est elle qui va donner la politique interne, mais elle la diffuse autrement en fait. Et de par cette gouvernance, ça permet de prendre en compte un petit peu le choix des gens et de mieux orienter son activité. Et après, l'éthique, c'est tout simple, mais l'éthique, c'est faire attention en fait à sa réputation, l'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une grande marque mais que vous travaillez mal derrière, ça va se savoir. Il y a des structures en France, on ne nommera pas, mais on sait très bien qu'elles ont fait du greenwashing.
Actuellement, il y a des associations qui ne sont là que pour essayer de relever ces problèmes. Donc, il vaut mieux faire très attention. Moi, je préconise souvent, par exemple, d'éviter des affirmations vagues. Les termes éco-responsable pour moi ou vert sont des thèmes qui peuvent être un petit peu ambivalents. On peut tout mettre dessus. Il faut être transparent et il faut se fixer des objectifs qui sont réalistes. C'est-à-dire, vous n'allez pas sauver le monde. Ça, c'est impossible. Mais à votre niveau, vous pouvez faire quelque chose. Et il faut partir du principe que si chaque entreprise fait la même chose que vous, on arrivera, alors, excusez-moi, hein, c'est mon côté bisounours, mais vraiment à sauver le monde, peut-être. Mais si chacun y met du sien, à sa manière et à son niveau, on peut faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Vous pouvez aussi trouver par rapport à l'éthique, il y a le système de labellisation qui est très important. Les labels Lucie et autres sont des labels qui se développent énormément, qui commencent à vraiment être connus et à être reconnus dans le monde entier. Il y a des labels qui sont nationaux, si vous travaillez que sur le marché national. Il y a des labels qui sont internationaux, qui sont plus sympas. Et après, moi, ce que j'essaye de développer aussi en interne, c'est de sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Mais pas forcément que pour vos employés, mais sensibiliser également vos fournisseurs. Vous voyez quelqu'un qui vous livre, qui laisse son gros moteur diesel allumé avec la clim à fond pendant 15 minutes de livraison, il y a d'autres choses à faire. Il y a des structures, alors les sociétés qui font de la livraison actuellement développent de plus en plus un parc électrique. Donc, il y a des boîtes dans lesquelles je vais qui vont mettre une prise en extérieur pour que la personne puisse se brancher en arrivant. C'est tout bête, mais ça crée une relation avec le fournisseur qui va être différente. Moi, j'incite aussi les structures que je suis à mettre en place un cahier des charges sur les emballages. Aujourd'hui, en France, quand vous recevez une marchandise, elle est dans un carton qui lui-même est dans un autre carton qui est dans un sachet plastique et entouré de papier derrière. Vous pouvez contacter vos fournisseurs et leur dire, je développe une politique de développement durable ou en tout cas une politique un petit peu plus écologique. Je vous demanderai à l'avenir si vous pouvez d'enlever de l'emballage. Et bien tout ça, vous pouvez le valoriser. Le fournisseur, s'il n'est pas bête, il va se dire, je vais perdre mon client si je ne le fais pas. Donc lui, il va peut-être revoir sa méthode aussi. Et en fait, vous avez tout ce qui est gouvernance et éthique, du coup, qui se diffuse sur l'ensemble de votre chaîne de travail. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Et après, encore une fois, pour moi, le plus important, c'est d'engager les gens avec vous, donc de faire de l'engagement des parties prenantes, encore une fois, qu'elles soient externes ou internes. Et c'est vraiment, enfin, je le vois, hein, même je travaille beaucoup dans les carrières, qui est un domaine où les métiers sont durs, où les gens travaillent dans des conditions qui sont très compliquées. Et en fait, du coup, les patronats, en ce moment, travaillent énormément sur des plans sociétaux en interne pour développer tout ça. Et ils arrivent à avoir des résultats au niveau de leurs équipes qui sont vraiment super intéressants. On a même un taux d'absentéisme et un taux d'arrêt maladie qui est en baisse des fois sur certaines structures. Donc, c'est pour vous dire que les résultats sont vraiment là et que enfin, ça marche très, très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non, très clair, merci. Ok. Après, donc, les pratiques existantes. Donc, pour moi, identifier surtout les actions que vous avez déjà mises en place. Ça, c'est la base. Prenez la norme ISO 26000, prenez les différentes normes qui existent dans ce domaine. Elles sont vraiment, mais d'une simplicité. Ma fille excusez-moi, je parle pour moi, ma fille de 9 ans travaille sur cette norme à l'école. Ils leur font déjà voir cette norme. Elle est vraiment très, très, très simple. Ils l'ont imagée et ils arrivent déjà à sensibiliser les jeunes de maintenant. Donc, vous, en interne, adultes et vos salariés, prenez 1 heure par mois pour en parler un petit peu et voyez qui a la fibre en interne chez vous pour développer pour moi tout ce qui est recyclage, économie d'énergie et engagement communautaire. C'est vraiment très facile. Vous êtes dans une ville, il y a des clubs de sport dedans, sponsorisez les clubs de sport, pas forcément dans le but d'avoir votre image qui va être d'avoir votre logo sur le maillot ou des choses comme ça, parce que là, on rentre un peu trop dans la communication. Mais si ils font un tournoi, participez, venez dessus, donnez des fonds un petit peu pour qu'ils puissent acheter des lots à la fin et tout ça. Derrière, ça, encore une fois, vous créez du lien social en dehors de votre entreprise et ça, on peut le valoriser vraiment, c'est très facile. Après, je vous ai parlé du rapport de durabilité. Alors, rapport de durabilité, là, je ne vais pas vous mentir, il est un petit peu plus lourd à mettre en place. C'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, je vous invite sur Internet, vous tapez exemple de rapport de durabilité, regardez ce que les grands groupes font.
c'est d'une simplicité, en fait, et ils essayent juste de valoriser un petit peu tout ce qu'ils font en mettant en valeur leurs bonnes actions. Alors attention, encore une fois, évitez le greenwashing. Total, il y a quelques années, a mis dans son rapport de durabilité que la carte Total n'était plus rouge mais blanche et que du coup, ils économisaient 0,2 g de peinture par carte distribuée. Bon, quand vous êtes Total et que vous faites des puits de forage partout et que vous essayez de compenser avec votre carte autre, c'est plus compliqué. Total a changé sa politique actuellement, travaille beaucoup plus dessus, ça reste Total, on ne va pas se voiler la face, mais ils font des choses, voilà, il faut juste faire attention dans la manière dont vous communiquez et il faut que ça reste à votre niveau. N'oubliez pas que vous n'êtes pas une multinationale, enfin, en tout cas, vous ne l'êtes pas encore, j'espère que vous le deviendrez, mais faites des choses qui soient en rapport avec qui vous êtes et ce que vous faites. C'est le plus important pour moi. Donc, oui, je vois que j'ai une question. Je vous en prie, hein, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, dites-moi. Oui, merci pour ce beau webinaire. Je suis Joseph Bokwa, je suis promoteur de Aqualab Equipment, qui est une start-up qui fait la promotion effectivement de la protection de l'environnement marin, parce que les équipements que nous voulons vendre effectivement, va en faveur de la protection effectivement de tout ce qui est océan et littoraux. Et donc, ma question, puisque je suis incubé par Pépite Province, parce que j'ai le statut national d'étudiant entrepreneur, je voulais vous demander, en fait, comment est-ce qu'on peut inclure la RSE ou la nouvelle CSRD CSRD. désormais dans notre business plan surtout, parce qu'on n'est pas encore en activité et comment est-ce qu'on pourrait égrener certains éléments pour les mettre, on va dire, dans notre business plan et puis voilà. Alors, vous, déjà, de par votre activité, vous faites de la RSE au quotidien, en fait. Oui, effectivement, mais bon, voilà. Votre cœur de métier, pour moi, déjà, fait partie du développement durable. Donc, déjà, je vous félicite pour ce projet, c'est super intéressant. En plus, j'ai entendu, vous êtes incubé. Oui, par Pépite Province, c'est une structure qui est mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur pour faire la promotion de l'entrepreneuriat auprès des diplômés et des étudiants. Ouais, on travaille avec le réseau Pépite, nous en PACA aussi, qui nous sort des projets qui sont magnifiques. Pour comment l'intégrer à son business plan? Alors c'est là où ça devient un petit peu plus technique, c'est que derrière, c'est ce qu'on appelle, nous, la double matérialité. En gros, aujourd'hui, ce qu'on demande aux entreprises, c'est de savoir calculer l'impact de l'environnement sur leur activité, mais aussi de leur activité sur l'environnement. Alors je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce qu'on appelle la matrice de double matérialité. C'est voir en gros quelles sont les actions primordiales que vous pouvez mettre en place, vous, pour pouvoir les valoriser et les intégrer au business plan. Ce qu'il faut, en fait, c'est aujourd'hui, ce qu'on demande, en fait, c'est une sorte de double activité, c'est-à-dire parler de chiffres économiques tout en mettant à côté de l'écologie et du développement durable. Et c'est en développant ce modèle que vous allez voir que les deux modèles en fait se fusionnent à la fin et que vous n'aurez plus qu'un seul rapport de durabilité à la fin. Et ça montre que vous, par exemple, ce qu'il faut, c'est réussir à montrer l'impact positif que vous allez avoir dessus. Donc, je ne connais pas tout votre projet, mais ce qu'il faudrait, alors c'est encore une fois, c'est un petit peu plus technique, mais moi je parle souvent du bilan carbone. C'est pour moi la porte d'entrée de tout ça pour le faire rentrer dans le business model. C'est de dire telle action que je fais économise tant de kilos de carbone. Telle autre action que je vais faire va économiser aussi du carbone dessus. Et en fait, du coup, vous mettez sur le même pan développement durable et économie. Et on se rend compte qu'en créant des actions comme ça, et ben en fait, le business model, vous allez voir naturellement, il va se fondre, enfin, ils vont se fondre l'un et l'autre. Alors, je sais que c'est un petit peu dur à expliquer comme ça en quelques minutes sans rentrer dans les détails, mais c'est ça qu'il faut réussir à valoriser, c'est l'impact de vos activités. Aujourd'hui, vous faites un process dématérialisé. Alors, je parle pour toutes les structures, pas forcément vous. Du coup, en fin d'année, vous regardez, c'est tout bête, hein, mais vous regardez combien de kilos de papier vous aviez consommé en 2023 et en mettant de la dématérialisation, combien de kilos de papier va y avoir en moins. En prenant en compte, par contre, un petit peu l'impact du numérique derrière. C'est là où le bilan carbone peut vous donner des sources. Alors, sur le bilan carbone, si vous voulez vous familiariser dessus, je vous invite à aller sur le site de l'ADEME. L'ADEME a créé un bilan simplifié et je le précise, gratuit.
Donc, en fait, ça permet aux gens de voir eux-mêmes, d'une manière très, très simple, un petit peu leur impact carbone sur l'activité. L'ADEME, ils font beaucoup de choses très, très, très bien. Si vous voulez, derrière, je ferai passer à Paola différents liens et autres si vous avez envie, parce que là, je vois que je parle beaucoup et qu'on est en train de dépasser tous les indicateurs temps. Donc, du coup, je peux vous donner des sources dessus. Vous avez aussi la structure de Jean-Claude Jancovici qui a mis un bilan carbone à disposition des gens pour que les gens puissent commencer à calculer leur impact aussi. Il y a plein de choses qui existent. Il faut chercher un tout petit peu, mais vous avez plein de choses. Alors attention, ce sont des bilans de carbone simplifiés. C'est pas le vrai bilan carbone, mais derrière, encore une fois, si vous voulez vous faire si vous voulez vous faire accompagner dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de Unisia ou de vos structures comme CCI et autres qui peuvent vous donner des conseils là-dessus. On a des petits modèles pour travailler dessus et on peut vous aider là-dessus. Merci. Est-ce qu'on aura, Madame Paola, on aura un temps de questions-réponses ou on les pose en même temps que... Parce que je... Alors, écoutez, il y avait un temps de Ok, questions donc, qui voilà. était... Donc je m'en... Mais Ouais. voilà, on Je vais avance à l'eau. accélérer un petit peu. Voilà. Il y a peut-être des questions auxquelles tu vas répondre Au dans les fur et à prochains mesure. slides. Là, je vais passer un petit peu plus vite. Bon, bah, vous allez voir, d'abord, on allait arriver. Donc, en gros, pour moi, les points de vigilance à éviter, c'est le greenwashing. Vraiment, ça, c'est la clé pour moi. Il faut que vous soyez cohérent dans vos actions. C'est hyper important. Encore une fois, vous n'allez pas révolutionner le monde et vous ne pouvez pas le mettre en avant. Par contre, à votre niveau, vous pouvez faire des choses, mais vraiment très simples, qui vont vous permettre de valoriser vos actions. Ça permet aussi des fois de faire de l'innovation en interne parce qu'on innove au niveau du modèle économique et social. On peut trouver des nouveaux marchés et surtout on peut fidéliser ses clients, ce qui est quand même le nerf de la guerre pour un chef d'entreprise. Mais encore une fois, veillez à toujours rester cohérent avec ce que vous faites et ce que vous dites. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment un écart trop important. Donc, l'intégration dans le business model, vous voyez, on allait y venir. Donc, pour moi, la base, c'est de se définir des objectifs clairs et précis sur ce qu'on veut faire et par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Derrière, c'est faire collaborer vos parties prenantes avec vous dans ces objectifs, donc parties prenantes externes ou internes, ça c'est très très important, et après les intégrer dans votre processus opérationnel. Donc dire, voilà, on a déterminé qu'on voulait faire ça et ça en termes de développement durable, à aujourd'hui notre activité c'est ça, comment on peut mettre une touche de développement durable à chaque fois dans chacune de nos actions, par des procédés très simples. Donc, des exemples, voilà, je vous en ai mis deux, l'utilisation de matériaux durables, ne pas racheter du matériel, ne pas consommer toujours plus de choses nouvelles. Il existe des sites où vous pouvez trouver du matériel d'occasion. Nous, par exemple, on a créé une plateforme dans les CCI qui s'appelle la plateforme Active, sans la citer. C'est une plateforme de synergie interentreprise. Dedans, en fait, vous allez avoir des gens qui vont mettre des annonces en disant moi, j'ai 3 tonnes de palettes tous les 6 mois, je ne sais pas quoi en faire. Aujourd'hui, ces 3 tonnes de palettes, elles vont coûter 10 000 euros à la personne pour les traiter. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à 600 mètres de chez elle, il y a des personnes qui recherchent des palettes gratuitement et qui sont même des fois prêtes à payer pour récupérer ces palettes. Donc, on arrive à développer des business models où la personne devait payer une facture pour gérer ses déchets et à la fin, on a transformé cette facture en chiffre d'affaires généré par ces déchets. Aujourd'hui, les carrières, elles avaient énormément de mal, parce qu'en fait, pour chercher des pierres, il faut des fois creuser très loin. Ils ne savaient pas quoi faire de cette terre. Aujourd'hui, on a trouvé un système où on a des carrières qui revendent la terre à des structures, et cette structure a trouvé une manière de créer des murs en terre sans faire chauffer, sans cuisson, avec un système de compression très spécifique. Et aujourd'hui, on est en train de redévelopper des bâtiments en terre, des maisons en terre. Alors avec certaines spécificités, un petit peu d'isolant quand même dedans et autres, mais on revient à des méthodes qui avaient lieu il y a 200 ou 300 ans. Là, vous allez utiliser des matériaux durables. Sur la bourse dont je vous parlais, on a des gens, on a environ, je crois, 1500 entreprises dessus dans toute la France. On est même en train de la développer à l'international avec l'Italie, parce que l'Italie peut être très bon aussi sur certaines choses, et on échange un petit peu sur nos méthodes. Et du coup, en fait, ce qui est considéré comme un déchet aujourd'hui, ça c'est mon deuxième métier, c'est de faire en sorte que pour vous, ça devienne une ressource. Et on se rend compte qu'en fait, on peut faire des échanges qui peuvent être très importants. Et là, du coup, ça rentre dans le business model. Et enfin aussi, travailler avec des fournisseurs responsables. Donc ça, c'est la base pour moi. Les fournisseurs sont dans l'œil du cyclone au niveau de l'Europe parce qu'ils savent que en fait, c'est eux.
Donc, il va y avoir des barrières sur les fournisseurs étrangers qui ne respectent pas ces règles. Ils vont prendre des surtaxes, des choses comme ça. Et vous allez voir que quand on touche au portefeuille d'un fournisseur, en général, c'est là où il se met à changer sa politique. Donc, les partenariats avec des fournisseurs responsables, vous avez des sites internet qui les référencent et tout ça, qui sont très facilement accessibles. Et derrière, vous pouvez trouver des gens qui ont les mêmes valeurs RSE que vous. Et encore une fois derrière, une fois que c'est intégré comme ça dans votre business model, le but pour moi, c'est que vous puissiez communiquer dessus correctement et le mettre en valeur. Donc, les résumés des points clés pour la RSE, pour moi, c'est euh, essentiel pour l'image de marque, pour fidéliser les clients et attirer les talents. Donc là-dessus, on peut jouer un petit peu sur les droits de l'homme. Donc l'égalité homme-femme, c'est le respect des droits de l'homme, hein. L'inclusivité, prendre un petit peu tous les talents différents, des personnes de différents horizons, c'est très important, ça se valorise. Les relations et conditions de travail, on en a parlé, le télétravail, des choses comme ça, des choses très très simples à mettre en place, ça rentre dedans. L'environnement, je ne vais pas vous en reparler. La loyauté des pratiques, si vous êtes quelqu'un de bien, faites-le savoir. Si vous payez bien vos fournisseurs, si vous êtes bien noté au niveau de la Banque de France sur vos pratiques et méthodes, ça se met en valeur aussi. Tout ce qui est question relative aux consommateurs. Donc, si derrière, vous arrivez à montrer que vous avez un service client qui est là et où il y a un SAV qui est performant et autres et que vous avez peu de retour, ça se valorise également. Communauté et développement local, comme je vous ai dit, avec du sponsoring d'événements, du sponsoring de clubs sportifs ou des fois, ça peut être au niveau culturel aussi, en fonction de vos affinités personnelles, hein. Et enfin, derrière, pour moi, le plus important, hein, c'est la gouvernance de l'organisation en interne. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Donc, les étapes pour l'intégrer, c'est l'évaluation des impacts. Encore une fois, on définit des objectifs, on met en œuvre des actions, un peu de suivi et d'évaluation d'année en année, et vous allez voir que vous allez avoir une politique RSE qui va se diffuser tout naturellement en interne. Et les avantages que vous allez en avoir, c'est une réduction des coûts, l'amélioration de la réputation et la motivation de vos employés. Donc, le réseau EN dont on vous parlait, nous, aujourd'hui, me permet de mettre du temps à disposition pour que je puisse faire des diagnostics RSE en interne dans les entreprises. Alors, normalement, cet audit que je vais faire, moi, il va se faire sur les démarches qui sont déjà engagées, avancées ou même finalisées des fois pour voir ce qu'il est fait. J'essaye. Enfin, normalement, je ne dois faire que dans le secteur industriel. Je vais essayer de voir cette année s'il y a une possibilité d'ouvrir un petit peu. Alors, sur les commerçants, je ne pourrais pas. Pourquoi on m'a demandé de travailler sur le secteur industriel? Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un secteur les plus émetteurs au niveau carbone. On en a besoin, hein, parce qu'il ne faut pas cracher dessus. Sans le secteur industriel, on n'a pas de route, on n'a pas de mur, on n'a pas de béton. Et aujourd'hui, on vit comme ça. Mais il faut essayer de décarboner l'activité. Là, aujourd'hui, je vous disais, je reviens d'un petit séjour en Norvège de 4 jours qui était axé sur la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui, dites-vous que la Norvège, alors on n'a pas le même pays, mais quand même, on a des similarités sur beaucoup de choses. Ils arrivent à produire 98% de leur énergie de manière neutre en carbone. C'est-à-dire que 98% de leur électricité est générée par l'électroélectrification. C'est-à-dire c'est l'eau et la puissance de l'eau qui leur donne de l'énergie. Donc en fait, il n'y a aucune pollution, rien du tout. Et leurs méthodes de production sont, encore une fois, à 98% décarbonées. Moi, j'ai passé 4 jours, je suis pourtant énormément impliqué dans mon métier, où j'ai appris des choses, enfin, j'ai regardé leur business model et autres, et eux, en fait, comme les slides que je vous ai fait voir précédemment, dès qu'ils vont déclencher une action économique, ils vont mettre en face l'écologie. Et ils regardent ce qu'ils peuvent faire, soit en compensation, s'ils peuvent rien faire tout de suite, soit après en développement de technologies qui vont faire que leur activité va être quasiment neutre en carbone. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, tous les ferries qui rentrent dans les fjords norvégiens sont électrifiés. Si vous n'êtes plus électrifié, vous ne pourrez plus rentrer dans les fjords norvégiens. Donc vous vous doutez bien que les compagnies de bateaux qui gagnent des centaines de millions d'euros grâce à ces voyages sont en train d'électrifier leurs bateaux. Ils ont sorti il y a déjà maintenant 5 ans le premier bateau à hydrogène. Nous, en France, on vient de sortir les premiers véhicules à hydrogène. Eux, ils ont déjà des bateaux. Donc en fait, quand il y a une volonté politique, une volonté patronale, on arrive à faire avancer les choses. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos communautés de communes, de vos EPCI. Il y a des gens en interne qui travaillent là-dessus, qui ont des très bonnes idées. Il y a des associations aussi qui sont très très bonnes sur l'accompagnement là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous mettre avec eux et à développer de nouveaux business models. C'est vraiment très important.
Donc moi, voilà, je vous ai fait voir un petit peu l'accompagnement sur mesure qu'on peut faire pour vous. Donc je vais auditer tout ce qui est pratique économique, relations fournisseurs, transparence, la gouvernance et les engagements RSE, pratique RH, gestion des salariés, réduction d'impact environnemental. Et si vous regardez bien, en fait, c'est exactement ce que reprend l'ISO 26000, qui est là vraiment pour vous accompagner dans vos différentes démarches. Désolé, je passe un petit peu plus vite à la fin, mais j'aurais aimé qu'on ait un petit temps d'échange. En général, je fais l'audit sur une demi-journée. Je vous rends 15 jours après vos comptes rendus d'audit. Et derrière, je vous accompagne sur un an si besoin. Si vous me contactez, moi, je suis là pour vous dans la mesure du possible. Mais j'essaye d'être là pour vous donner conseil ou vous mettre en relation. Voilà. Donc, n'hésitez pas si besoin. Vous avez mes coordonnées si vous voulez qu'on reste en contact par la suite. Et on devait terminer à 11h30. Il est 11h29. Bravo. Merci beaucoup, Alban, pour ce webinaire, pour toutes ces informations particulièrement intéressantes. J'ai juste une question là par rapport au réseau EN, mais peut-être que Marilyn pourra répondre avec toi. Donc, ce diagnostic, toi, tu peux le faire uniquement à ce jour pour les entreprises industrielles. Oui, on m'a demandé de ne pas faire les commerçants parce que beaucoup d'actions ont déjà été mises en place derrière. Après, je peux me renseigner si on peut développer un petit peu plus ou ouvrir un petit peu plus. D'accord, très bien. Après, on pourra voir là, pour les startups. Idéalement, ça, on en discutera. Si tu peux faire quelques jours en Corse pour faire quelques audits, tu vois, on mutualise. Avec plaisir. On discutera. Si je peux marier l'utile à l'agréable, ce sera très bien. En plus, tu verras des belles entreprises, je pense. Après, on pourra le proposer aussi à quelques industriels. Hein. En Corse, je pense que certains seront très, très intéressés. Et mixer avec quelques startups aussi, parce que tout ce qui est BSPC, tout ça, les startups, c'est courant chez elles. Hein. Donc, ça peut aussi te permettre d'adresser nos petites entreprises et on en discutera. Donc, je vous laisse les questions, je vois que Jacques a des questions. Oui, bonjour, merci Alban pour cette présentation vraiment très très claire. Enfin, je suis beaucoup plus intelligent qu'il y a une heure sur le RSE. Mais j'ai une petite question taquine pour vous, Alban. Ça concerne deux sociétés qui m'ont déprimé, hein, et que tout le monde connaît. La première, c'est Chine, donc le fournisseur chinois de vêtements à bas coût, hein, parce que je pense qu'au niveau RSE, ils sont à peu près à zéro et on voit qu'ils ont une croissance, mais exponentielle depuis quelques années, hein. Donc, et même quand on dit que les jeunes maintenant sont de plus en plus sensibles à l'écologie, enfin, il y a eu des points de vente à Paris où il y avait évidemment 98% de jeunes entre 18 et 22 ans. Enfin bon, donc c'est déprimant. Et la deuxième que vous connaissez peut-être aussi, c'est Temu, que moi je connaissais pas il y a 2 ans. Et je vois que des copains corses qui sont pourtant très écolos utilisent. Et alors, quand je les engueule en disant, mais pourquoi t'achètes chez Temu? Ben, il dit, je trouve tout ce que je veux, c'est chez moi en 5 jours. Voilà. Et alors, Temu, c'est pareil, je crois qu'au niveau RSE, ils sont à zéro, pour pas dire à moins de 10, quoi. Donc, je voulais avoir un peu votre analyse de ce genre de structure. Est-ce qu'on va continuer à en voir comme ça dans les années à venir ou est-ce qu'à terme, ça va disparaître? Alors, je vais éviter mon point de vue personnel sur le sujet pour éviter de dire des bêtises. D'un point de vue professionnel, c'est les deux modèles contre lesquels on lutte. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit oui, mais moi je commande quelque chose, je le veux le lendemain chez moi. On n'est plus à la bonne époque. On peut continuer sur ce modèle. Il va durer 50 ans. Dans 50 ans, il n'y aura plus aucune ressource. Ce sera impossible. L'Union européenne travaille contre ces sociétés. Alors, ils ont essayé de mettre des nouvelles lois pour mettre des surtaxes sur tout ce qui est ce qu'ils appellent la fast fashion. Hein. Concrètement, c'est ça. Hein. C'est vite et vite, 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 toujours plus vite. On se rend compte que tous ces modèles, des structures qui avaient ces modèles, commencent, surtout au niveau du prêt-à-porter, à tirer un petit peu la langue. Il y a beaucoup de fermetures actuellement. Les seuls modèles qui commencent à revenir, c'est ceux qui font de l'occasion ou de la récupération de vêtements. Malheureusement, Temu, Shine et autres ont des forces de frappe qui sont très très impressionnantes. Vous avez vu qui vient de devenir responsable RSE de Shine. Voilà, hein, sans le citer, c'est un Français de chez nous qui était au gouvernement précédent. Mais vous avez vu comment il est attaqué actuellement. C'est-à-dire que là, toutes les associations sont sur lui. Sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe pour eux. Ils sont en train de perdre en image de marque. Alors,
C'est horrible ce que je vais dire, je suis désolé, je ne sais pas si on enregistre encore, mais j'espère que toutes ces attaques vont faire en sorte que leur modèle va s'écrouler, très concrètement, parce qu'on ne peut plus vivre comme ça actuellement. Enfin, je me bats au quotidien contre tous ces gens, et de voir des anciens ministres français prendre leur défense en disant il ne faut pas mettre sur Scheim tous les problèmes du prêt-à-porter, oui, mais en tout cas, moi je sais en interne que cette personne est aussi en train d'essayer de lutter au niveau européen pour que ces nouvelles directives qu'on met en place pour faire des barrières économiques à ces gens, il est en train d'essayer de les faire sauter. Mais on a un tel niveau de pollution actuellement et de tels objectifs à respecter que ça va passer. Je pense qu'ils vont les bloquer comme ça. Et quand les gens, c'est toujours pareil, et ben sur Temu ou sur Shine ou toutes ces cochonneries, on va dire, euh, payeront 25 à 30% plus cher, on va revenir à des prix de marché. Et quand on va revenir à des prix de marché, bah, les gens vont s'en désintéresser. Donc j'espère que ce sont des épiphénomènes qui dureront 1 ou 2 ans. Je croise les doigts, hein, très sincèrement, à titre personnel. Mais ils ont un modèle économique et une force de frappe quand ils arrivent. Ils injectent des milliards en communication, ils sont monstrueux, ils rentrent dans les ministères, ils rentrent dans les parlements européens, ils rentrent partout, hein, ils sont partout. Mais voilà, il y a quand même une conscience qui est prise en compte. Et c'est surtout, l'Europe a été très maline. Elle sait que pour faire passer une loi, il faut toucher au portefeuille. Et donc, en France, l'Union européenne nous demande de baisser notre quota de déchets de 40% encore d'ici 2050. On n'est pas du tout dans les objectifs, mais quand on sait qu'on va payer 200 millions d'euros par jour, je dis n'importe quoi sur les chiffres, d'amende parce qu'on ne respecte pas les objectifs, vous allez voir que les gouvernements, dans ces cas-là, s'emparent d'une législation très forte et font en sorte que les déchets diminuent. Et pour faire diminuer les déchets, eh ben, il faut que ce genre de structure change de business model. Et c'est pas en disant Temu donne accès à la mode pour tous qu'on va faire de l'écologie. Ça, c'est des grandes phrases et c'est typiquement la base du greenwashing. Mais on a un double phénomène. On a des gens qui, alors on est dans une société de consommation, malheureusement, je trouve, alors ça c'est mon avis personnel encore une fois, et on a une société où les gens ont un peu moins d'argent qu'avant. Les fins de mois commencent à être difficiles sur pas mal de petits foyers, mais les gens veulent toujours autant consommer. C'est ça le problème. Donc, quand vous avez cette envie de consommation qui est là, mais que vous avez des revenus qui sont ici, eh ben, en fait, vous allez essayer de trouver un compromis pour trouver des marques qui correspondent à ça et avoir l'impression d'être fashion comme tout le monde, malheureusement. Mais à nous de lutter au quotidien, et c'est très bien ce que vous faites, d'engueuler vos amis, de les sensibiliser là-dessus et d'essayer de montrer ce que cet achat rapide crée derrière, en fait. C'est ça qu'il faut montrer. C'est lui montrer au Congo ce qu'ils ont créé. Vous avez vu cette montagne de vêtements? Ils ont une montagne entière de vêtements, je crois, qui fait des dizaines de mètres de hauteur parce que tout est envoyé là-bas. Parce que, étant donné qu'en Europe, on n'a pas le droit de gérer ça, c'est trop important, l'Europe avait laissé la permission pendant un moment de pouvoir évacuer ces déchets sur d'autres pays où la législation était plus simple. Donc, on a retrouvé toutes nos voitures en Afrique et on a retrouvé tous nos vêtements au Congo. Et tous les plastiques, on les a retrouvés en Asie. Mais maintenant, ces pays qui étaient, entre guillemets, et c'est pas péjoratif pour eux, mais des pays qui devenaient des pays poubelles, sont en train eux-mêmes de changer leur législation en disant, OK, vous voulez nous apporter ça, la tonne qui était à 5 euros, maintenant elle est à 5 000. Vous voulez toujours nous apporter la tonne ou pas? Voilà. Et en fait, le, l'écosystème de tout ça est en train de se verrouiller pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors attention, ils ont des temps d'avance là-dessus, ils seront toujours en avance, mais la loi réagit derrière. Et donc ça s'adapte, mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Creusons les doigts. On a une question de Joël. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je vais revenir un petit peu au local. J'ai bien noté que vous étiez à notre disposition encore pour venir nous informer, nous former et aller dans le bon sens. Ma question, elle est, est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs que vous? Parce qu'il y a quand même pas mal de travail, beaucoup d'entreprises s'y mettent et pas que. Est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs en Corse capables d'accompagner les entreprises pour faire le travail et le faire savoir? Oui, alors il y a des réseaux qui se créent. Chez nous, on a le réseau Précis. Ça s'écrit PRECI.
qui accompagne. Alors, encore une fois, moi, je suis très axé économie circulaire, donc plutôt gestion des déchets, mais pour moi, c'est la base, et la gestion des déchets fait partie de la RSE. Vous avez le réseau précis qui est très, très bon là-dessus. Vous avez toutes les chambres de commerce qui sont obligatoirement dedans parce on nous demande à aujourd'hui, alors je vais vous donner un budget global de 100 euros, on nous demande qu'il y ait 27 euros de ce budget sur les 100 qui soient dédiés à la transition écologique. L'Europe impose de telles normes qu'il y a ça commence à se développer. Je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant du tout. Euh, Merci Paola, parfait, exactement, c'est ça. Je sais que donc les chambres des métiers aussi travaillent dessus, ils font des choses. On essaye de créer des dispositifs dessus, et sinon vous rapprochez de l'ADEME. Alors l'ADEME, ils sont un petit peu surchargés quand même parce que c'est l'agence du gouvernement, mais ils font des accompagnements gratuits des fois. Les régions développent aussi des choses en interne. Nous, on essaye de mailler un petit peu toutes ces, entre guillemets, ces offres pour vous accompagner. Et sinon, après, il y a des structures privées qui le font. Voilà. Mais là, après, on rentre dans du business pur. Donc, c'est des accompagnements qui sont bien sûr payants, quoi. Voilà. Mais encore une fois, euh, si vous payez 1 000 euros un accompagnement, mais qu'en fin d'année, ça vous fait économiser 5 000 euros, pour moi, j'appelle pas ça une facture, j'appelle ça un investissement. Voilà. Et on développe aussi certaines technologies, mais ça, je suis un petit peu moins fan pour accompagner là-dedans et autres. Je reste persuadé que l'être humain, c'est lui qui fera le changement. Donc l'être humain est au cœur de ce changement. Donc, encore une fois, c'est peut-être mon côté bisounours, ça. Pas d'autres questions? Non. Bon, Du coup, merci à tous. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est vous avez tous déjà des actions que vous faites. Vous les valorisez peut-être pas encore dans un document et du coup, on vous invite à le faire. Parce que vous demandiez des labels ou pas, c'est quand même déjà la première étape. Donc voilà, n'hésitez pas à faire, alors, je veux dire, un fichier Excel, un Notion, ou je sais pas s'il y a des applications qui existent qui peuvent vous aider, mais déjà, voilà, lister, que ça soit dans les fonctions support ou s'il y a des gens qui ont envie dans l'entreprise de se mettre dessus. Et parce qu'au final, enfin, moi, des entreprises que je connais qui sont là, ou même chez Initia, il y a énormément de choses qu'on fait. Par contre, on le valorise très peu. Alors, parce qu'on n'est pas dans cette démarche finalement d'aller chercher un label, mais pour les startups, c'est vrai que d'y aller, c'est particulièrement intéressant pour obtenir des financements. Et en plus, ils aiment faire des économies, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend, quoi. Donc voilà, je sais pas si Alban, tu veux ajouter quelque chose. Sinon, merci à tous pour le temps précieux que vous nous avez accordé. J'ai une dernière remarque, Paola. Toujours, est-ce qu'il est possible d'avoir un plan type en masquant le nom de l'entreprise? Pardon, ça a coupé de mon côté, excuse-moi. Il est possible d'avoir un document type en masquant le nom de l'entreprise, avoir la stratégie RSE d'une boîte, comme ça on a un exemple. Si tu masques le nom. Oui, mais alors le problème, c'est que ouais, ça va. Enfin. J'ai peur qu'on reconnaisse. Voilà. En ligne, on peut trouver plein de choses. Je crois que ce qui est pas mal, c'est quand même d'aller sur la norme ISO, de récupérer les indicateurs qu'on utilise déjà ou qui nous intéressent et de partir de quelque chose de très simple. Hein. Voilà, parce que ça peut être vraiment finalement des indicateurs qu'on peut intégrer dans un rapport d'activité. Et franchement, il y a plein de choses. Après, je pense que chacun, en fonction de son secteur d'activité, peut aller regarder. Mais enfin, moi, de ce que j'ai vu, il y a vraiment beaucoup de modèles en ligne. Prenez les grosses entreprises de votre secteur et allez voir leur rapport de durabilité. Ils ont l'obligation de les mettre en ligne. Donc, vous tapez, si n'importe quoi, si vous êtes dans les parfums, vous tapez rapport de durabilité Dior, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Et vous allez vous rendre compte que ben, c'est bien, hein, mais vous, à votre niveau, vous pouvez faire 100 fois mieux des fois, quoi. C'est quand ils vous disent qu'ils ont créé des ruches, bon, bah, c'est cool, c'est bien de mettre des abeilles, c'est sympa. Il faut déjà savoir quel type d'abeille, où, comment, pourquoi faire et qu'est-ce que ça compense. Moi, je n'aime pas trop le système de compensation parce que ça veut dire que c'est des crédits à polluer. Je préfère des actions pour réduire ces émissions. Mais vous voyez déjà leur rapport de durabilité à eux, il y en a plein. Moi, j'ai repris mes études il y a 4 ans, on en a mis une dizaine devant les yeux, ils sont en accès libre. Si vous voulez rigoler, prenez celui de Total.
Voilà. Et il y en a d'autres, par contre, où vous sentez qu'ils sont beaucoup plus impliqués. Voilà. Il y a des grandes structures qui font vraiment attention à ce qu'elles font parce qu'on sent qu'au-dessus, il y a une réelle volonté de bien faire. Je vais reciter Veolia. Ils sont pas tout propres, vraiment, mais déjà, ils luttent pour les déchets et l'eau. Je trouve ça bien dans l'activité. On est un peu sur le cœur de la RSE. Mais le PDG de Veolia, dans les années 80, parlait déjà de RSE, avant que ça existe. Et à aujourd'hui, ils ont développé des choses en interne et en externe. Pour moi, je trouve, si toutes les entreprises du CAC 40 pouvaient agir comme eux, ce serait déjà bien mieux. Donc, servez-vous de ces modèles, essayez de les transcrire à votre niveau. Moi, je ne peux pas vous donner les rapports que j'ai parce qu'encore une fois, en termes de RGPD, on va être un petit peu trop touchy, je trouve. Je vois si je peux trouver des choses. Je me renseigne qui sont vraiment anonymes, mais compliquées parce que souvent, on voit qu'il y a derrière. Ok. Merci. Voilà. Mais de rien. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée, un bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Allez, Au revoir, Au revoir. merci. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt. Bon week-end à